Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est une figure incontournable du paysage intellectuel marocain. Femme de lettres, chercheuse et chroniqueuse, elle consacre sa vie à explorer les replis de notre histoire et les racines de notre mémoire collective. Dans son dernier ouvrage, 100 Marocains qui ont fait l'histoire, elle nous propose un voyage des origines jusqu'au seuil du XXe siècle. Loin d'une chronologie rigide, Mouna Hachim a choisi une approche humaine et incarnée pour nous raconter l'histoire de ceux qui ont façonné le Maroc d'aujourd'hui. Plutôt qu'une frise donc chronologique, linéaire, elle a dessiné une constellation de portraits pour nous faire voyager au cœur de l'identité plurielle du royaume du Maroc. Mouna Hachim, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Bonsoir à vous. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors j'ai entre les mains votre ouvrage, 100 Marocains qui ont façonné l'histoire. Un très bel ouvrage avec énormément d'illustrations. Chaque personnage est illustré, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. J'aimerais vous demander ce qui a été à l'origine d'abord de cet écrit, de cet ouvrage. Comment est venue l'idée de l'écrire ? Les illustrations, elles sont de M. Nadir El-Harraoui, qui a travaillé sur les capsules audiovisuelles également. Donc, il y a, en face de chaque portrait, il y a une illustration, une centaine en tout. Au fait, ce projet s'inscrit dans un cheminement, disons, intellectuel, global, qui m'a fait travailler sur des thématiques historiques, mais proches de la dimension humaine que de l'aspect strictement institutionnel. Donc j'avais à cœur, au fait, de raconter, encore une fois, l'histoire du Maroc, mais sous un prisme différent par rapport à ceux que j'avais déjà adoptés, notamment à travers les toponymes ou les patronymes. Là, j'ai choisi les trajectoires humaines. Et je me suis dirigée, dans un premier temps, vers le registre audiovisuel à travers des capsules qui ont été diffusées sur le site d'information Le 360, que je remercie d'ailleurs parce qu'il soutient ce projet et il le porte entièrement de bout en bout dans ces deux dimensions audiovisuelles et livresques. Et donc, c'était des capsules diffusées toutes les semaines en arabe et en français sous le titre Maghariba fi Tarikh, Marocains dans l'histoire, pour la version française. Jusqu'au moment où je suis arrivée à une centaine de portraits, et là, l'idée s'est imposée de les regrouper sous forme de livres pour donner une forme de continuité à ces portraits qui, évidemment, dans les capsules, semblaient peut-être vivre un peu isolément, même si, évidemment, les capsules audiovisuelles offrent beaucoup d'avantages, ne serait-ce qu'en termes de sonorité. Oui, et puis de toucher le jeune public, d'avoir une interaction très rapide avec les auditeurs. Voilà, l'immédiateté comme ça des réactions, c'est très important. On en a besoin aussi pour cet esprit critique très aiguisé, parfois même trop, mais c'est bon à prendre. Mais par contre, le livre, dans sa logique chronologique, offre une lecture autrement plus instructive, dans le sens où on se rend compte qu'au fait l'histoire du Maroc, elle s'écrit à plusieurs voix, que ces personnages dialoguent au fait entre eux à travers le temps et l'espace. Et puis ça nous fait aussi une cartographie humaine qui est intéressante à saisir et une autre manière au fait de lire et de dire le Maroc. Et donc c'est un petit peu ce qui explique un petit peu ce choix de l'humain, le fait d'incarner justement chaque personnage de ceux qui ont façonné l'histoire, notre histoire, celle du royaume du Maroc. Comment vous avez choisi ces 100 personnalités ? Alors je n'ai pas voulu choisir forcément, disons, les plus connus. Le principal critère, c'était de choisir les plus éclairants, ceux qui étaient à même de nous renseigner sur une dynamique, sur une structure, sur un moment de bascule historique, de situer chaque personnage dans son territoire, dans l'environnement en fait, qu'il a vu agir. Et donc, il était important pour moi de représenter la période anté-islamique, qui n'est pas suffisamment mise en avant dans les récits historiques, disons, classiques. Important aussi de mettre en avant les marges,
étant entendu que l'histoire ne se fait pas uniquement dans les centres, mais qu'il y a beaucoup de petites localités, des petits villages, des douars, des oasis, des petits hameaux situés au fin fond des montagnes qui ont donné des sommités dans tous les domaines. Évidemment, tous les domaines se devaient d'être représentés parce que l'histoire du Maroc n'est pas que politique. Il y a aussi ce côté, il y a des scientifiques, il y a des mystiques, il y a des révoltés, il y a des fondateurs de mouvements politico-religieux, il y a des behloul, des poètes, des auteurs de quatrains, de zajel. Donc voilà, donc c'est une diversité comme ça de parcours qui était très intéressante. Et puis il fallait mettre en avant aussi notre diversité religieuse parce que il va de soi que des figures musulmanes sont nombreuses, mais il ne fallait pas oublier également les figures juives qui ont marqué l'histoire du Maroc, mais également l'élément chrétien qui n'est pas suffisamment mis en avant, encore une fois, et cette fois évidemment pour la période anté-islamique, sans oublier les femmes. Et oui, j'allais y venir, et ça rappelle un petit peu cette identité plurielle finalement, voilà. Ces multiples visages qui ont construit le Maroc, une approche donc qui est incarnée, une manière de rendre l'histoire un peu plus vivante aussi d'une certaine manière, parce qu'on sort de ces récits chronologiques, linéaires, qui peuvent être cadrés, et puis malgré le fait que ce soit un livre qui soit volumineux, comme on s'arrête à chaque page sur l'histoire d'un personnage, finalement, ça se lit très vite, parce qu'avant de dormir le soir, chaque soir on peut en lire un ou deux, on a une illustration, le nom du personnage, et puis c'est maximum 2 pages pour chacun. Et aussi, ça nous permet de découvrir un certain nombre de figures qui étaient pour beaucoup méconnus, en tout cas pour moi, avant de vous parcourir. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a de grands princes, de grands rois qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du Maroc et qui sont, je veux dire, on ne peut pas faire l'impasse sur leur parcours. Ali ibn Youssef ibn Tachfine, notre grand sultan Moulay Ismaïl, Moulay Rachid, Moulay El-Hassan, Sidi Mohamed ben Abdallah, Ben Soumert, fondateur du mouvement Al-Mohad, Abdallah Ben Yassine, fondateur du mouvement et qui a jeté les bases du mouvement almoravide. Mais ceci dit, il y a d'autres personnages, bien sûr des diplomates, dont certains sont très connus, Joseph Toledano, Attar. Mais bon, le parcours est fascinant parce qu'on voit comment le Maroc traitait d'égal à égal avec les nations étrangères, comment c'est un vieil État-nation qui, depuis très longtemps, a noué des relations diplomatiques avec les pays étrangers. Mais voilà, il y a tous ces autres personnages qui sont peut-être un petit peu moins connus, même si la mémoire populaire, on a gardé des traces. Sidi Mohamed Behloul dans la plaine Chaouia avec ses quatrains en zajel, lui qui a inspiré les fameux poèmes d'une chanson connue de tous les Marocains qui est l'Aloua. D'ailleurs, on l'appelle Azri l'Aloua. Le professeur Mustafa Ouza qui lui a consacré un ouvrage qui s'appelle Al-Kalam al-Makmoul Sidi Mohamed Behloul. Une sainte locale, Lalla Mnana, sainte patronne de l'Arrache, dont les cantines perpétuent encore la mémoire avec cette chanson sur Lalla Mnana. Donc voilà, des figures comme ça qui ont marqué l'histoire du Maroc, mais autrement, pas forcément en laissant des écrits ou une trace, disons, politique ou une influence décisive sur le cours des événements, mais dans la tradition orale, à perpétuer la mémoire, Sidi Abdelrahman Mjdoub, Sidi Alami, voilà, des figures qui nous parlent et qui représentent au fait toute l'âme marocaine. Est-ce qu'il y a des figures qui étaient plus difficiles à écrire que d'autres ou à documenter ? À documenter, surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, parce qu'il y a une sécheresse, je dirais, une forme d'invisibilisation aussi qui s'est opérée, et ça on le voit au niveau des sources. Donc pour construire un tableau complet, on est obligé parfois de se référer aux personnages masculins de la famille pour pouvoir donner des éclairages sur cette personnalité-là. Zohor Laouatassid, qui a régné 1 année sur la ville de Fès, à un moment de bascule, parce que c'était un changement dynastique, et donc c'est un moment un peu... Donc elle est du groupe Ouatassid. On n'a absolument aucune information sur elle. On sait qu'elle a régné, mais qui est-elle? Et donc il faut aller se rabattre sur la documentation relative à son frère ou à son père, ou au contexte social pour pouvoir un petit peu la situer. L'Arifa Ben Khajou, qui était la gardienne du protocole royal durant le début du règne saadien à Marrakech. Et là, pareil, on n'a pas grand-chose autour de sa vie pour pouvoir tracer un véritable parcours.
Mais ceci dit, on peut contextualiser, on peut, bien sûr, il s'agit d'un ouvrage historique, donc on ne peut pas laisser libre cours à l'imagination comme je peux le faire dans un roman. Mais je pense qu'avec avec une écriture narrative, on peut essayer quand même de restituer l'ensemble. En tout cas, vous avez donné un espace à ces femmes qui ont, on va dire, façonné également ce Maroc tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui sont souvent méconnues. Vous avez, j'aimerais qu'on insiste aussi sur Kenza, Oui. Que vous titrez comme étant la mère des Idrissides. Oui. Donc c'est un personnage dont on ne parle pas aussi suffisamment aujourd'hui. Tout à fait. Elle est très intéressante. Et là encore, pour compléter son tableau, on est obligé de référer à la tribu, à Ishaq al-Awrabi, qui lui a reçu Idriss Ier après son exil d'Orient et sa fuite même après la bataille de Fakh et la persécution abbasside, et comment il s'est retrouvé à Walili, Volubilis, qui était qui était le territoire des tribus Auraba, qui étaient considérées comme les tribus les plus puissantes au moment de la conquête musulmane. Et on suppose que c'est sa fille, parce que là encore, les sources ne sont pas tranchées de manière définitive, mais il semble que ce soit la fille d'Ishaq al-Awrabi qui a scellé cette union politico-religieuse en accordant sa fille en mariage à Moulay Idriss. Et donc, par la force des choses, c'est elle qui a donné naissance à Idriss II. Et puis, elle a même proposé la partition du royaume entre les différents frères à son petit-fils Mohammed, qui lui détenait le pouvoir à Fès. Et donc, comment elle a joué un rôle de conseillère, exactement, mais pas seulement, puisque justement, par ses origines amazighes et par son union avec un arabe et par sa descendance qui, jusqu'à nos jours, est fière de cette appartenance, elle montre justement ce dont je parlais tout à l'heure, cette âme marocaine qui est faite justement de cette impénétration et de cette imbrication totale et ancienne entre l'élément arabe et l'élément amazigh. Et justement, à travers cette constellation de personnages, quelle figure aviez-vous envie de présenter au public sur l'histoire du Maroc? Mais il y a tellement. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ce n'est pas un personnage qui ressort plus que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est justement cette vue d'ensemble sur cette diversité de parcours. Je pense que c'est ça qui rend le travail intéressant. Maintenant, évidemment, si on peut prendre un personnage sans qu'il ait forcément façonné quelque chose à l'intérieur du pays, mais il y a des personnages qui ont brillé aussi à l'extérieur du pays. Je pense à un Imam Shadili qui est notoire dans tout le monde musulman, qui est inhumé près de la mer Rouge et qui est originaire des montagnes du pays Mara, qui a inspiré un mouvement. Et d'ailleurs, très souvent, je tiens à le dire, quand on parle des mystiques, on les cantonne dans un rôle strictement limité à l'adoration de Dieu, à l'introspection, alors qu'au fait, l'imam Shadili, par exemple, il a participé à mobiliser les foules au moment des croisades en Égypte, et il a été son mouvement a été rénové à travers le mouvement de la Jazoulia, et là je cite l'imam Souleymane Jazouli, qui lui aussi est apparu dans un moment décisif d'occupation du littoral marocain par les Ibères. Et donc, ces mouvements qu'on considère comme étant strictement mystiques et que presque on pourrait accuser de charlatanisme, entre guillemets, ce qui dénote d'une très grande ignorance, ce sont d'abord des mouvements de mobilisation politique, sans oublier tout l'aspect charité, etc., qui a été fait. Donc, ce sont des structures extrêmement puissantes, d'où l'importance que j'ai donnée justement à ces mystiques qu'on range trop rapidement dans la catégorie mystique au sens strict. Très rapidement, justement, pour conclure, après avoir parcouru ces 20 siècles, j'ai envie d'histoire, est-ce que vous avez finalement réussi à reconstituer ce qui constitue le noyau dur de l'identité du Maroc? Ben, c'est cette diversité, c'est ça, c'est comme les 5 doigts d'une main, c'est ça, c'est un ensemble comme ça qui est diversifié, qui est riche, qui est complexe, qu'on ne peut pas restreindre dans un récit unique, dans une chronologie simpliste. C'est des zones d'ombre et des zones de lumière que nous devons, accepter, parce que finalement, on n'est pas pire ou mieux que d'autres. C'est ça l'histoire, c'est ça la marche du temps, et on doit pouvoir raconter cette histoire de manière totalement décomplexée. Est-ce qu'il y a un personnage, une figure particulièrement qui vous a marqué plus que les autres? Pas particulièrement.
particulièrement. Moi, je peux avoir un grand faible pour Moulay Ismail, même si la littérature occidentale n'a pas été juste avec lui. On a trop insisté sur un aspect sanguinaire, etc. Et on a oublié de contextualiser. On a oublié justement toute cette grandeur de ce roi qui mérite un film ou une série à lui seul. Pourquoi pas un futur projet? Oui, exactement. Ou une suite. Absolument, pourquoi pas? absolument. Et d'autres figures un peu plus tendres, Belkacem Zayani pour son côté révolté, lui aussi pour l'ampleur de son savoir et pour sa liberté d'être. Donc il y a comme ça beaucoup de personnages, chacun va m'attirer pour un aspect particulier de son parcours. Merci à vous, Bouna Hachim. C'était un plaisir de présenter votre ouvrage. Merci infiniment. Et de vous recevoir dans l'Invité Culture ce soir. Merci à vous. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.